24 ans. 24 ans séparent Gladiator de Gladiator 2, toujours réalisé, messieurs, dames, par Ridley Scott, l'un de mes réalisateurs préférés, hein. Les gens le savent maintenant. Quelqu'un que j'adore, humainement parlant, bien sûr. Voilà, il n'y aura pas de grief, évidemment, sur Ridley Scott. Ridley Scott est un grand réalisateur qui, effectivement, à 2-3 films près, s'est un peu perdu les 15 dernières années, mais qui est encore capable, on a vu avec le dernier Duel, ou Seul sur Mars, ou même pour moi Prometheus avec quelques qualités. Puis alors, visuellement, c'était quand même très impressionnant, quand bien même le scénario, on peut voilà, le discuter. C'était quand même, en termes de réalisation et de visuel, assez impressionnant. Alors, il y a des faits d'armes beaucoup moins bons aussi, hein. Robin des Bois, Exodus, Alien Covenant. Ça, c'est des trucs, c'est un petit peu plus dur. Où se situe Gladiator 2? Un fiasco à 300 millions, c'est le titre de la vidéo. Est-ce que j'en fais trop? Oui, un petit peu quand même. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est un fiasco. Est-ce que j'ai apprécié le film? Non plus. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, non, loin de là. Loin de là. Un film qui divise énormément. Beaucoup plus de retours positifs pour l'instant, mais c'est vrai que là, le film vient juste de sortir. J'ai eu la chance de le voir en avant-première. Je pense que les critiques négatives arriveront peut-être un petit peu sur le tard. Encore une fois, moi, Ridley Scott, c'est vrai que je salue les grandes réalisations qu'il a pu faire. Problème avec l'ego du monsieur et la personnalité, l'humanité du monsieur, moi, où j'ai beaucoup plus de mal. Mais encore une fois, ça, effectivement, ça ne rentre pas en ligne de compte pour parler de Gladiator 2. La suite, donc, quasi directe du premier, puisqu'on se retrouve, je crois, 16 ans après les événements du premier, avec le fils de Maximus, campé par Paul Mescal, qui, après avoir été capturé à la suite d'une invasion romaine dans sa cité, eh ben, se retrouve gladiateur et va devoir survivre justement au combat de gladiateurs, lutter aussi contre l'oppression, lutter contre les Romains, avec beaucoup de jeux de dupes évidemment, beaucoup de jeux pour reprendre le trône, pour devenir empereur, voilà, tout un tas de configurations qui sont propres justement à l'époque. Avec donc le fils de Maximus, récupéré par le personnage de Denzel Washington. Je le redis quand même, évidemment, gros casting. Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, on a même Joseph Quinn dans le rôle d'un des deux empereurs. Donc c'est vrai que gros casting, gros budget qu'on estime à 250 millions de dollars, possiblement aussi aux alentours de 300 millions si on considère effectivement le marketing, la promotion, etc., voire le restant du budget initial. C'est mieux que Joker 2 et Megalopolis? La réponse est non. Maintenant, Aurel Zweig, bah, il aime la VF, ça se saurait s'il avait des goûts cinématographiques intéressants, évidemment. C'est que du marketing, la VF, Aurel. Donc s'il te plaît, maintenant ça suffit. Voilà, il serait temps quand même de redescendre un petit peu. Et je dis ça parce que moi, la VF, j'aime pas du tout. Voilà, je te le dis, Aurel, c'est connu. La VF, je n'aime pas. Je ne défends pas les comédiens qui font du doublage. Je vais même te dire, Aurel, je défends pas les doubleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas m'envoyer David Kruger? Non, évidemment. Je salue mon Zvek qui a apprécié le film. Il dit ça parce que il a mis 3 étoiles et demie. Je lui ai envoyé un truc. Je lui ai dit, t'as pas mis 2 étoiles et demie de trop là sur ta critique de Gladiator? Non, pour le coup, je lui mettrai pas 1 sur 5, évidemment, Letterboxd. Je vais y revenir. C'est un film qui a des qualités certaines. C'est un film qui a aussi de très nombreux défauts et qui, je trouve, en sort finalement de manière bien fade, presque sans âme, et qui confirme un truc: le film n'était pas nécessaire. Était-il utile du coup après coup de voir ça? Je ne pense pas. On se posera toujours la question de faire un film 24 ans après sur une suite aussi culte que Gladiator. Je suis pas forcément moi convaincu que ce soit une bonne. Je suis pas forcément convaincu que ce soit une. C'était un film qui était important, mais en tout cas, on aura l'occasion de le gérer par la suite. On aura l'occasion d'en discuter. Alors attendez, j'ai pas vu ça, du coup, faut que je le change, effectivement. C'est juste que ça ne s'est pas mis à jour. On est à 590. Vous avez donc l'histoire, vous avez donc le contexte. Effectivement, bah, on peut se poser la question de l'utilité du film. Et Aurel, justement, c'était la petite vanne. On embrasse évidemment tous les comédiens qui font aussi du doublage. Vous connaissez mon amour pour la VF.
Ce ne sont que voilà, des petites chamailleries avec le Zvegounet. D'ailleurs, j'en profite aussi, moi j'ai un Ulule, mais je vous le dis parce que c'est très important, beaucoup de comédiens qui font aussi du doublage et qui ont doublé Le Seigneur des Anneaux actuellement prennent la parole pour une cagnotte Ulule pour un hors-série synchro sur Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux donc aura droit à son synchro. Synchro, c'est un très très beau, j'allais dire magazine, mais même livre. C'est un ouvrage avec des interviews, etc., dont beaucoup sont écrites par votre serviteur Aurel Zweig d'ailleurs. Le Ulule est disponible si vous allez sur l'Instagram de Aurel, si vous allez sur la page de Synchro, etc. Voir si vous tapez Ulule Synchro, ça devrait le faire, pour que justement ce projet-là puisse se permettre. Ce serait intéressant aussi de pouvoir aider sur ce projet-là pour justement faire en sorte d'avoir un magazine qui parle du doublage du Seigneur des Anneaux, qui est peut-être l'une des trilogies les mieux doublées de l'histoire du cinéma, je pense, français. Donc n'hésitez pas, c'est toujours important de le rappeler, parce que les comédiens qui font du doublage sont aussi et avant tout des comédiens, ils y mettent leur trip. Jamais une IA et jamais un Reg le Gorilla ne seront capables de changer ça. Et surtout, il y a aussi des gens qui travaillent là-dessus, comme Aurel, par exemple, des gens qui travaillent, qui font beaucoup de choses pour le doublage et puis qui mettent du temps, donc c'est bien aussi, tout travail mérite salaire. Revenons sur Gladiator, donc un film que j'ai moyennement apprécié. Je le disais donc, un film, on pouvait se poser la question de pourquoi faire une suite à Gladiator, point de base, pourquoi faire une suite à Gladiator 24 ans plus tard, qu'est-ce qu'on aurait potentiellement à raconter, est-ce que c'était nécessaire, et est-ce que même si le film n'est en soi pas nécessaire, je continue de le dire, est-ce que la qualité du film pourrait faire en sorte que le public se dise « Ok, bon, nécessaire, peut-être pas, mais on retrouve, voilà, parce que ça fait un moment quand même qu'on n'avait pas eu un péplum épique avec une histoire assez grandiose, etc., dans cette thématique, dans cette mythologie, dans cette époque romaine, etc. Est-ce que pour le coup, ça pourrait redonner des lettres de noblesse à non seulement Ridley Scott, mais aussi au genre, et être finalement une suite intéressante à Gladiator? La réponse, pour moi, est non. Alors, justement, c'est intéressant que tu en parles, Léandre, parce que c'est la première phrase que j'ai dit à mes potes quand je suis sorti de la séance. Si le film était indépendant et pas une suite au premier, est-ce que ça aurait été meilleur? Pour moi, j'aurais trouvé le film tout aussi moyen. C'est pas un fiasco, évidemment, ça c'est pour attirer un petit peu le larron. J'ai adoré aussi le premier Gladiator. Vous allez comprendre pourquoi celui-là j'ai un peu plus de mal. Le premier pour moi est un classique, c'est un quasi chef-d'œuvre, voire potentiellement un chef-d'œuvre. Celui-là fait à peu près tout pareil, en moins bien, avec une histoire beaucoup trop attendue, beaucoup trop cousue de fil blanc. C'est vrai qu'on peut s'attendre carrément à tous les axes et toutes les péripéties, avec un final que j'ai trouvé ultra mielleux, sans le savoir-faire, sans la réalisation et sans le côté épique du premier. En grande partie dû, effectivement, je trouve, à une réal qui est assez peu inspirée, à une overdose d'images de synthèse qui sortent un petit peu du truc, à des séquences qui normalement se veulent cultes et emblématiques et qui là manquent vraiment non seulement de savoir-faire et de quelque chose de fort pour marquer le spectateur. Des séquences évidemment intéressantes, je dis pas le contraire. Finalement, oui... un ensemble qui paraît bien fade, je trouve. Que l'on parle suite au premier Gladiator ou que l'on parle hors premier Gladiator. Alors oui, il est regardable. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas un mauvais film. Moi, je lui mettrais tout juste la moyenne, entre 8 et 10 sur 20, parce que ça a été quand même une petite déception, même si beaucoup pouvaient s'y attendre, peut-être que pouvions-nous attendre grand-chose d'un Gladiator 2? Ça a été quand même une petite déception parce que je me hypais un petit peu au fur et à mesure que je voyais les bandes annonces arriver. Je vais commencer par les points positifs, évidemment. Encore une fois, c'est un film qui divise. C'est que mon avis, et j'ai des points positifs à donner. Et je vais commencer, je pense, par ce qui est pour moi le plus gros point positif, les performances d'acteurs. Le casting est impressionnant, effectivement, et à un près, voire deux, mais vous allez comprendre pourquoi Pedro Pascal, c'est pas que j'aimais des réserves, c'est que je suis un peu déçu qu'on lui ait donné que ça à manger, ou en tout cas avec un rôle qui pouvait avoir autant de potentiel qu'on lui donne que ça à manger. Je trouve le casting excellent. C'est, et c'est pas peu de le dire, l'une des dernières meilleures performances de Denzel Washington que j'ai eu l'occasion de voir depuis très longtemps. Je trouve qu'il porte le film. Alors il campe le rôle de celui qui achète justement en Paul Mescal
alors devenu esclave gladiateur, et puis qui va l'emmener au Colisée à Rome, etc. Et vous verrez qu'ensuite il y a tout un tas de péripéties que je ne dirai pas pour éviter les spoils, mais qui concernent la politique. C'est justement un rôle très paradoxal pour Denzel Washington parce qu'on le voit assez peu finalement dans ce genre de configuration. C'est un opportuniste, c'est un antagoniste, c'est quelqu'un de sans foi ni loi, de violent, de sans scrupules, de politicien tout simplement. Voilà, très porté autour de la politique. Et je trouve que ça, c'est pour le coup un des points positifs du film aussi. Les thématiques qui sont abordées autour du personnage fils Maximus sont mauvaises ou tellement cousu de fil blanc et tellement mielleuse sur la fin que pour moi, ça n'est pas intéressant du tout. Les thématiques autour de la politique, autour des enjeux, des empereurs, etc., et de l'absence totale de bienfaits qu'on peut dresser au peuple, et l'absence totale d'amour envers le peuple, et de vouloir juste cette quête de pouvoir, et puis de jeu de dupes, etc., je l'ai trouvé très intéressante dans Gladiator 2, pour le coup. Menée par Denzel Washington, que j'ai trouvé excellent. Encore une fois, je vous le dis. J'ai vraiment trouvé oui, pour moi, c'est lui qui porte le film dans son côté un peu machiavélique, très, il a une phase très antipathique, très, comment vous dire, il est, voilà, je vais pas reprendre Matt, hein, mais c'est quel fumier Denzel dans Training Day. Moi, voilà, pour moi c'est pareil. Là, c'est le fumier de l'époque romaine. C'est sans scrupules, etc. Calculateur, manipulateur. Mais alors, il est excellent là-dedans au niveau des mimiques, de l'attitude, du jeu de regard. Il est transcendé par son rôle. Une autre personne, je trouve, qui est transcendée, c'est Joseph Quinn. Alors Joseph Quinn, pour ceux qui avaient un doute sur justement l'acteur, bah, c'est notre bon vieux Eddie dans Stranger Things, qui était déjà très bon en Eddie, qu'on a revu dans Sans un bruit jour 1 récemment. Alors Eddie, pareil, Eddie, il avait un rôle assez grandiloquent, assez démonstratif, etc. Donc on retrouve le Joseph Quinn qu'on n'avait pas un peu perdu dans Sans un bruit, mais c'est-à-dire que Sans un bruit, le rôle était beaucoup plus commun et classique, donc c'était différent. Là, il a un rôle extrêmement extraverti, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui et son homologue, d'ailleurs, je me souviens plus si vous pouvez me donner dans le chat le nom de l'acteur qui joue eh ben, le second jumeau, puisque ce sont des jumeaux qui sont empereurs à cette époque-là. Si vous pouviez me donner le nom des jumeaux d'ailleurs historiquement, et puis les deux comédiens. Alors il y a Joseph Quinn, mais j'ai pas le nom de l'autre comédien qui est excellent aussi. Les deux ensemble, ça marche vraiment bien au niveau des deux comédiens. On sent que y a cette alchimie naturelle qui fait que c'est tout à fait crédible. Et puis pareil, ils sont totalement possédés par le rôle. C'est-à-dire qu'il y a un côté de l'ordre de la dépossession de soi, je trouve, avec Gladiator, qui est assez intéressante et qui ressort vachement de l'œuvre, puisque c'est vrai que l'œuvre, dans son global, bah, elle est finalement très terne et très fade. Quand tu vois les performances des comédiens, bah, qui sont limite un peu trop bons pour ce qu'on leur demande de faire. Alors là, pour le coup, au niveau des deux empereurs, au niveau des thématiques qui comprennent aussi Denzel Washington, c'est bien, parce qu'effectivement, eh ben, on est dans quelque chose de très, de très intéressant sur bah, les dérives des empereurs, sur ce côté un peu mégalomaniaque qu'ils peuvent avoir, sur le fait de verser le sang extrêmement gratuitement, sans prendre en considération que ce soit les victimes, mais aussi le peuple, ou même tout simplement les héros du peuple, puisque Pedro Pascal joue un général, je crois, de l'armée romaine, qui passe de héros à paria très rapidement. Les empereurs le condamnent. Alors je dirais pas effectivement le résultat du film, mais les empereurs le condamnent pour divers faits d'armes, alors que c'est un héros de guerre. C'est justement ça qui va aussi entraîner les révolutions vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des scénaristes, etc. C'est vrai qu'au niveau du synopsis, oui, au niveau du synopsis, on est un peu dans le même cas de figure. C'est un film qui est très ressemblant du premier. Et c'est un peu le problème, Léandre, justement, c'est que le film est pas mal prisonnier du premier. Il est vraiment prisonnier du premier, à tel point que beaucoup de séquences font très fanservice. Je vais vous donner un ordre d'idée. On reprend énormément de la thématique autour de Maximus, avec
l'armure que portait Maximus, le glaive qu'avait Maximus dans le premier, tout le générique d'ailleurs, hein. Tout le générique de départ du film, bah, c'est le générique qui reprend les grandes séquences du premier Gladiator dans un style un petit peu dessin historique. Pour le coup, le générique visuellement est très propre, mais on sent déjà qu'on va être dans un film bah, qui déborde du fait d'être sa suite. Et c'est vrai qu'une bonne suite, c'est aussi une suite qui apporte quelque chose. Non seulement, là, malheureusement, je trouve que le film n'apporte rien de particulier, mais en plus, il est quand même pas mal esclave, sans mauvais jeu de mots, bah, de sa propre condition qui est on n'est jamais vraiment sorti de voilà, des mémoires de Maximus, de qui était Maximus, de la legacy de Maximus, et ça devient pour le coup, pas mal fanservice tout au long du métrage et surtout extrêmement redondant. Sans spoil, il y a une séquence ultra mielleuse, convenue, attendue, voilà. Mes frères, vivons ensemble, vivons heureux, vivons. On en est presque là, hein, vraiment. À bas l'oppression, à bas mourir pour rien. Reconstruisons la grande Rome que nous avions tant aimée. Voilà, Marc Aurèle, tout ça. Enfin, tu sais, t'es là, tu te dis, c'était déjà, en fait, dans les films des années 2000, c'était ça, le talent d'écriture du film 3, en gros. Vraiment, c'est cousu de fil blanc, attendu, capillotracté, puis mielleux au possible. Et à la fin du film, pour vous dire à quel point ils sont un peu esclaves de ça et à quel point j'étais abasourdi, on a le personnage principal qui est là et qui est au sol, qui reprend la terre comme son père, etc. Voilà. Et on voit le ciel derrière lui. J'ai vraiment cru qu'ils allaient faire une scène à leur roi lion, genre Mufasa qui apparaît dans les étoiles, n'oublie pas qui tu es, fils. Qu'on a la grosse tête de Russell Crowe qui débarque. J'ai vraiment cru qu'on en arriverait là. J'ai vraiment cru qu'on en arriverait là. Et c'est un gros problème. C'est-à-dire que t'en arrives non seulement en fait à la fin du métrage à te dire le film n'arrive pas à exister par lui-même, alors que pourtant, je vais y revenir avec le rôle de Pedro Pascal, bah il pouvait. Même par rapport à ce qui réussit le film en soi, c'est-à-dire bah, les jeux de dupes politiques, le rôle de Denzel Washington, les deux empereurs, etc., il réussit à proposer des choses. Mais Maximus prend tellement de place, le fils prend tellement de place, et puis on termine tellement sur quelque chose de, je trouve presque, oui, mielleux à l'eau de rose, happy ending, tel qu'on est censé l'avoir. Enfin, c'est très, très, très hollywoodien. Je trouve que Gladiator mérite beaucoup mieux que ça. Et sur le final, je m'attendais vraiment à voir le truc de, ouais, ouais, Maximus va arriver en mode Mufasa et puis il va lui parler, machin. Après tout, c'est l'Antiquité romaine, les trucs, on n'est pas à l'abri d'une mythologie ou... Enfin, tu sais, hein, pourquoi pas après tout, hein. Et bah, c'est très symbolique justement de la grande difficulté que j'ai trouvée avec ce film, c'est de pas être capable de réellement exister par lui-même. Je trouve, hormis sur les rôles des deux empereurs et des jeux de dupes de Denzel Washington, qui sont pour le coup, eux, assez savoureux et qui offrent quelques belles séquences d'acting et quelques vrais bons moments de tension et de mise en scène. Mais effectivement, on en vient, je disais, par rapport au côté un peu mégalomaniaque de Ridley Scott, il y en a beaucoup dans le chat qui me le disaient aussi, on se demande presque quelle est la véritable nature du film. Est-ce que Ridley Scott avait véritablement quelque chose à raconter, étant donné que le film, je trouve, raconte quand même peu de choses, ou est-ce que c'est simplement une manière pour Ridley Scott de revenir sur le devant de la scène et de dire « Moi, je reprends un film à moi, pour qu'on parle de moi ». Parce que, oui, je trouve le film, d'un point de vue purement créatif, assez faiblard, assez faiblard. Alors il y a aussi un point, par exemple, bah justement, là on continue dans la narration que je trouvais assez faiblard vis-à-vis du personnage de Pedro Pascal, sans en arriver au dénouement de Pedro Pascal. Le rôle est hyper intéressant. Général d'armée, qui bah justement va provoquer la colère du personnage principal. Les deux vont justement vouloir en découdre. Enfin, surtout le personnage principal contre le général Pascal, on va l'appeler. C'est un général qui, lui, est un vrai humain. C'est un vrai être humain avec de l'empathie pour le peuple, qui veut bien faire les choses et qui veut renverser le gouvernement établi en ayant préparé tout un stratagème, etc. C'est vraiment... je vais vous dire, je vais même faire un rapport, encore une fois, je disais par rapport à 3, comme quoi 3, je faisais la référence entre Gladiator 2 et 3,
Parce que pour moi, 3 brille pas vraiment par son scénario, hein. Je veux dire, le scénario de 3, pas grandiose, c'est très très hollywoodien. Là, j'ai trouvé que la fin de Gladiator 2 était beaucoup trop hollywoodienne aussi pour ce que c'était. Ben, je trouve que le personnage de Pedro Pascal, sur certains moments, me faisait penser au personnage d'Eric Bana dans 3. C'était Hector, je crois. Un général fier, avec une femme qui l'aime, droit dans ses pompes, etc. Prêt à tout pour sa patrie, prêt à tout pour son peuple, avec un bon jeu d'acteur, alors quasiment la même gueule, en plus quasiment la même coupe de cheveux. On retrouve un duel avec Pedro Pascal et un homologue, exactement comme Hector a affronté Achille. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes quand même entre les deux personnages. Le problème, c'est que ce personnage-là est hyper intéressant. Il va avoir narrativement un lien direct négatif avec le personnage principal, mais en même temps, au fur et à mesure des twists, on apprend que les deux peuvent peut-être coexister et équilibrer la donne, et lui veut être contre l'ordre établi. Je trouve ça affolant qu'on ne donne rien à manger à Pedro Pascal avec un rôle comme ça. Il n'a aucune scène grandiose, alors du coup, il joue bien, mais on le remarque pas tant que ça, parce que finalement, il n'a pas vraiment de scène emblématique, et c'est l'un des gros soucis du film. Toutes les séquences majeures, importantes, que ce soit des duels, des morts, des moments marquants, tout est beaucoup trop rapide et exécuté de manière presque anecdotique. Il y a beaucoup trop de séquences que j'ai trouvées faites de manière anecdotique. Je prends par exemple la séquence l'une des séquences qui aurait pu être l'une des scènes les plus intéressantes du film, historiquement vrai d'ailleurs, qui est une des séquences où Pedro Mescal, je me souviens plus, arrive dans un jeu au Colisée sur des bateaux. Et ça, c'était historiquement véridique, hein, qu'il y avait des rhinocéros, des tigres, des choses comme ça, effectivement. Hein, c'était hyper violent. Et parfois, bah, ils remplissaient l'arène, et puis il y avait des bateaux qui devaient comment dire, s'attaquer les uns les autres avec des requins, etc. Bon, c'est apparemment, historiquement, c'est véridique. Cette séquence-là, en termes de montage et de réalisation, elle est beaucoup trop assurée. On distingue que très peu ce qui se passe et elle est vraiment conclue hyper rapidement. À tel point que tu te dis, ah bon, c'est ça la séquence épique. Moi, je pense au premier Gladiator. Je sais pas si Léandre est encore là, s'il avait bien aimé le premier, mais le premier Gladiator, toutes les séquences dans l'arène, il y avait de la tension, de la pression. T'espérais absolument que les protagonistes que tu aimes survivent. T'avais une image affecte, enfin t'avais de l'empathie directe du spectateur, hein, pour les protagonistes. Et puis c'était d'une réalisation, d'une chorégraphie des combats ultra soignée. Là, pour le coup, c'est beaucoup trop assuré, le montage est beaucoup trop rapide pour qu'on distingue véritablement quoi que ce soit. Il n'y a pas y a pas de séquence épique à tant que telle. Les moments marquants, malheureusement, sont souvent beaucoup trop rapidement exécutés. Et alors, le plus gros point négatif de Gladiator 2, vraiment, hein, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, dès la première séquence où les Romains vont attaquer une cité, ils arrivent sur des bateaux, c'est écœurant à regarder, et là tu te rends compte que visuellement le temps va être long. Il y a une séquence avec des singes, où justement des gladiateurs affrontent des singes, enfin des esclaves affrontent des singes, et ceux qui gagnent vont devenir gladiateurs, vont possiblement se faire acheter, etc. Les effets spéciaux sur les singes, c'est une catastrophe. Le rhinocéros, c'est pareil. Les requins, je vous mens pas, c'est les requins de sous la Seine. En termes d'effets spéciaux numériques, c'est vraiment sous la Seine. Et ça te fait complètement sortir du truc. On est en 2024, on réalise Gladiator 2. C'est possiblement l'un des rares films où tu n'as pas besoin d'effets spéciaux. Soigne ta chorégraphie des combats. Inspire-toi de ce qui avait été fait avant. Fais plus simple si à un moment donné tu n'es pas capable. On met 200, c'est pour ça que je parle aussi un peu de fiasco à ce niveau-là pour le coup. On met 250 millions sur la table, voire peut-être même 300 millions. Les effets spéciaux ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Alors que pourtant Ridley Scott... Alors après, je vais te dire un truc, Pritch. Dans Alien Covenant, les effets spéciaux n'étaient déjà pas bons. Pour moi, Ridley Scott, les effets spéciaux qui étaient plutôt pas mal et qu'on voyait assez régulièrement, Seul sur Mars, Prometheus, ça date déjà. Et je pense pas que ce soit un problème de Ridley Scott. Plus le temps passe, moins les effets spéciaux, pour moi, ils sont réussis.
Mais je trouve dans le monde du cinéma, hein, les effets spéciaux, j'ai l'impression que, à part si tu t'appelles James Cameron, plus ça passe, moins c'est beau. J'ai vu les bandes annonces du film Mufasa là, en live action, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je trouve ça affreux, quoi. Affreux. Et maintenant, on en est au tout effets spéciaux, parce que forcément, ça coûte un peu moins cher. Donc oui, on parle de ça. Mais je trouve que c'est pas beau du tout, quoi. Je trouve vraiment que c'est pas beau du tout. Donc effectivement, j'étais ça m'a plusieurs fois sorti du film, parce que je me dis, merde, attends les mecs, non seulement les séquences sont pas épiques pour un sou, les moments qui doivent être marquants, bah ils sont larmoyants. Puis alors, on assiste à tous les clichés hollywoodiens du larmoyant. C'est-à-dire, oui, c'est Scott Free qui le fait, Preach, ouais. On assiste à tous les clichés larmoyants, sauf que là, je crois que Gladiator, c'était Hans Zimmer. Là, on n'a pas Hans Zimmer. Donc on essaie de reprendre de temps en temps des thèmes cultes du premier Gladiator, mais c'est du fan service. La musique, à aucun moment elle est impactante, vraiment pas, hein. On sent vraiment qu'il y a un gros Hans Zimmer n'est pas là effect, parce que là effectivement c'est pas marquant. Et alors les musiques lancinantes, dramatiques, sur des moments dramatiques, sur des gros plans, sur des personnages, pour magnifier le côté, mon Dieu, regardez ce drame, c'est terrible, ça se veut épique, ça se veut grandiose, ça se veut constamment, si j'ose dire, dans l'idée d'être vraiment, de provoquer une émotion ou quelque chose au spectateur. Et pour moi, ça ne marche pas du tout. Pour moi, ça marche pas du tout. Parce qu'à trop vouloir en faire, comme dit Léon, moi je suis d'accord, hein, à trop vouloir en faire, ils sont passés à côté de leur sujet. Pour moi, ils sont passés à côté de leur sujet. Alors, je vais donner quand même une petite aparté à Paul Mescal. Je le connais peu, moi. Je l'ai pas beaucoup vu. Apparemment, c'est un grand acteur. Je le trouve en dessous de tout le casting. Et malheureusement, je le trouve un peu prisonnier de sa propre condition. C'est-à-dire que le film est mou. Tout ce qui se passe autour justement du fils Maximus et toute cette thématique-là et toute cette dramaturgie-là, c'est assez mou aussi et c'est pas forcément toujours pertinent. Et on sent qu'il cabotine et qu'il a besoin d'en faire des tonnes pour pouvoir exister. Parce que lui donne pas grand-chose à manger, scénaristiquement malheureusement. Il a un rôle qui pourrait être intéressant. Il a un rôle qui pourrait être intéressant. Il a une construction narrative, voilà, un peu le chemin du roi qui peut être intéressant, le chemin du prince de Rome qui peut être intéressant, mais alors on n'en fait que très peu de choses, parce qu'on part un petit peu sur beaucoup de thématiques, et effectivement, comme on veut que tout soit dramatique et qu'on en fait quelque chose de très larmoyant, ça nous fait sortir du métrage. Et lui, il y a une scène, moi, qui m'a marqué là-dessus, vraiment, hein. C'est pas de sa faute pour le coup. Mais en fait, on a l'impression qu'en tant qu'acting, on est obligé de faire ça. L'une des rares séquences où je l'ai trouvé bon, c'est à un moment donné une séquence où il est face à Pedro Pascal et il s'adresse à la foule, Paul Mescal, et il dit voyez comme on traite les héros de Rome, etc. C'est donc ça la nouvelle Rome, etc., etc. Bon. Et là, il est imposant. C'est même filmé dans une légère. C'est même en contre-plongée pour qu'on voit vraiment toute l'aura, tout le côté grand du personnage, etc. Là, pour le coup, oui, c'est vrai que il en impose. Le seul problème, c'est qu'il hurle. Lui, c'est pas un problème. C'est que dans la foulée, Joseph Quinn, tout de suite après, il est là. Les dieux ont parlé, c'est comme ça. Et il hurle encore plus fort. Et il y a un dialogue comme ça où ils s'adressent tous à la foule et où effectivement on sent que pour exister, ils sont obligés de hurler. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est-à-dire, si tu veux rendre tes personnages intéressants, si tu veux les rendre épiques, grandioses et sublimes, le but, c'est déjà de ne pas en faire hurler un au-dessus d'un autre. Et ça prouve que c'est un peu un constat d'échec. T'es pas obligé de les faire hurler de manière comme ça, genre foudroyante. Non, tu peux gérer ta mise en scène d'une manière différente. Là, c'était contre-productif. C'est du bruit pour du bruit. Et c'est une scène qui m'a marqué parce que je me suis dit, merde, tu vois, là encore une fois, on passe un petit peu, je trouve, à côté du sujet, qui est le côté épique, magistral que pouvait donner Gladiator. Je trouve que, par exemple, dans le premier Gladiator, Maximus, il en imposait par son silence. Là, il y avait quelque chose de fort. Puis alors, le charisme de Russell Crowe, excusez-moi,
tout Paul Mescal qu'il est, j'ai pas vu le reste, il est peut-être brillant dans des tas d'autres projets, à aucun moment il marche ne serait-ce qu'un pas dans le pas du charisme de Russell Crowe. Et c'est aussi souvent le problème quand on essaie de faire des films avec des fils d'eux, en l'occurrence ici le fils de Maximus. Bah, les gens vont faire la comparaison avec Maximus. Parce que forcément, il y a l'héritage de Maximus, il y a l'armure de Maximus, il y a toutes ces choses-là. Mais à aucun moment, il a le charisme, ou ne serait-ce que l'aura, ou qu'un dixième du propos. Moi, j'en ai marre, par exemple, de voir, parce que c'est vraiment aucun intérêt narratif. La première fois, quand on le voit ramasser de la terre, on se dit, ah oui, enfin, bon, nous on le sait, mais c'est là qu'on comprend que c'est peut-être le fils de Maximus et que d'autres protagonistes commencent à se poser des questions sur, tiens, il fait comme son père, c'est bizarre. Mais quand 40 fois dans le film, on te met la main de Russell Crowe dans le champ de blé, qu'à la fin du film, il y a encore la main de Russell Crowe dans le champ de blé, moi j'en peux plus de cette putain de main dans ce putain de champ de blé. Enfin, vraiment, ça a été mais parodié 1 million de fois. On se regardait avec les potes, genre, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mou, c'est pas possible. Mettre ça encore et encore, mais putain, mais ouais, en mode Zack Snyder. Mais sauf que là, en fait, bah, c'est genre Ridley Scott qui remet son propre plan et qui se dit, même Scary Movie l'a fait, tu vois. Alors autant Zack Snyder, moi ça me dérange pas. Je sais que c'est facile de taper sur Zack Snyder. Moi je trouve qu'en vrai, Zack Snyder, on aime ou pas, mais au moins lui il tente toujours des projets ambitieux. Gladiator 2, c'est loin d'être ambitieux. Hein. C'est loin d'être ambitieux. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quel est l'intérêt là, à part simplement faire un truc un peu mélodramatique. Alors on va me dire, mais non, mais tu te rends pas compte, il y a une portée psychologique par rapport au traitement du personnage, c'est métaphorique sur le rôle du père, machin. Quand bien même, c'est mal dosé, c'est mal géré. C'est mal dosé, c'est mal géré, et c'est pas subtil pour un sou. C'est un film qui est mou, qui manque énormément de subtilité, qui est convenu, qui est attendu, et qui est à peine sauvé du fait que je vais dire que c'est un mauvais film. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film. Pour moi, c'est pas un bon film. C'est un film qui est tout juste mid. Mid qui tend vers le bas, mais mid. C'est sauvé par les performances de ses acteurs, par les thématiques qui sont abordées justement par les personnages de Denzel Washington et de Joseph Quinn et de son acolyte. Ce serait peut-être bien quand même que je regarde le nom des... le nom des... Ce serait peut-être bien que je regarde quand même le nom des personnages. Parce que enfin, le nom des acteurs, je veux dire. Parce que le nom des personnages, je les ai retrouvés. C'est Fred Etchinger, 24 ans, très jeune mais très bon, qui fait voilà l'empereur Caracalla et l'empereur Jetta. L'empereur Jetta, c'est Joseph Quinn. Fred Etchinger, que j'avais jamais vu, hein, il me semble pas. Mais qui pour le coup, Caracalla et Jetta sont vraiment très bons. Hein. Macrinus, Denzel Washington est bon aussi. Acacius, c'est Pedro Pascal, il est bon. Enfin, voilà, c'est Lucius, donc le personnage principal, le fils de Maximus. Je trouve que bon, ça cabotine un peu, mais c'est difficile. Oui, non, c'est un film qui repose énormément sur ses acquis, qui mise beaucoup trop sur les effets spéciaux et qui se loupe un peu sur sa mise en scène et sur son côté épique. Et qui est très mollasson, très larmoyant, qui n'a pas grand-chose à offrir et qui, malheureusement aussi, perd beaucoup à ne pas avoir la bande originale de Hans Zimmer. Parce que là, on voit que c'est pas parce que tu reprends 2 ou 3 thèmes cultes que forcément c'est intéressant. Parmi les points positifs, si quand même, saluons, parce que on n'en parle jamais, mais c'est chiant, mais l'efficacité dans la reconstitution des décors et des costumes. Je trouve que ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire, on peut tout de suite qualifier un film de pourri en se disant, bah ouais, mais regarde quand même. Tu vois, à ce moment-là. Et moi, je trouve que oui, il y a une reconstitution des décors qui est vraiment visuellement impressionnante et une reconstitution aussi au niveau des costumes et un effort fait au niveau des costumes qui est très bon. Voilà, encore une fois, la question est, beaucoup de gens m'ont demandé, tu penses que Denzel peut aller gratter un Oscar? Je serais pas étonné que Denzel Washington soit noté aux Oscars du meilleur second rôle. Je dis pas que pour lui ce serait pas mérité, au contraire, il est vraiment impressionnant. Maintenant, en termes de film en lui-même, si Gladiator 2 c'est aux Oscars, on met tout aux Oscars. Hein. On met vraiment tout aux Oscars. Parce que c'est pas du tout, pour moi, c'est pas un grand film. Hein. C'est vraiment pas un grand film. Est-ce que Michael Bay aurait pu réaliser Gladiator 2?
Mais quand tu vois la gueule des premiers Transformers, tu te demandes si en termes d'effets spéciaux, ça aurait pas été mieux maîtrisé, hein. Il y avait eu Barbie, donc bon, tout est possible, certes, certes. C'est ce que Denzel a soulevé sur le point de la restitution de Rome. Ah oui, non, mais voilà, sur la reconstitution, la restitution de Rome et les forfaits au costume, au design, etc., il n'y a rien à dire, c'est très beau, hein. Ça, c'est vrai que le jeu des couleurs, il y a aussi un effort au niveau de la photographie, le jeu des couleurs, de la, oui, ça, c'est vrai que il y a un effort esthétique quand il n'y a pas d'effets spéciaux qui est bon, ça, il n'y a rien à dire. Oh non, il n'y a que Denzel. Oh non, il y a que Denzel. Bah non, parce que Pedro Mescal, je suis désolé, je le trouve assez insipide. Les autres, leurs personnages sont pas assez importants pour aller directement aux Oscars. Il y a que Denzel qui peut éventuellement y prétendre. Ridley a toujours su réaliser de toute façon. Oui, 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 oui. Ridley est un grand réalisateur, ça c'est indéniable. Il y a peut-être des fois où il se perd un peu, ou des fois où globalement c'est pas extraordinaire, mais oui, ça a toujours été un grand réalisateur. Maintenant, là, je suis désolé, hein, dans le montage, la mise en scène des scènes d'action, etc., c'est assez fade et c'est pas forcément toujours très impressionnant. Faut le dire aussi. C'est-à-dire, ça n'a pas la superbe du premier. Je n'ai rien trouvé de grandiose dans Gladiator 2. Il y a des séquences qui sont plutôt bonnes, notamment des face-à-face entre Denzel Washington et les empereurs, là où il y a des péripéties qui sont vraiment fortes et puissantes. Euh, Sinon, derrière, au niveau des combats ou autres, c'est tellement vite fini, expédié rapidement que non, j'ai beaucoup de mal, hein. J'ai beaucoup de mal. Je vois Aurel qui disait ah, putain, c'est mieux que Megalopolis et Joker 2. Ah bah non, hein. Ah bah non, hein. Ah bah non, hein. Objectivement parlant, jamais de la vie, hein. Jamais de la vie. Je suis même pas sûr qu'il l'ait vu, Aurel, d'ailleurs, Megalopolis. Il m'en a jamais parlé, je suis même pas sûr qu'il l'ait vu. Mais non, 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 ça, c'est Megalopolis et Joker 2, c'est un autre niveau. Ne serait-ce que dans les idées narratives et puis dans la création artistique. Allez voir Joker 2 et même si vous aimez pas, ne me dites pas il y a pas de la créativité. Je vois pas beaucoup de créativité, moi, dans Gladiator. Le deuxième, en tout cas. Alors, pas des masses. 37 minutes, tac. Et bah écoutez, ça a été rapide et succinct, mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Je rappelle que la cagnotte est là si vous voulez participer au documentaire sur Hawaï. La cagnotte Ulule, on est à peine à 10 euros, messieurs, dames, des 600. Pourquoi pas terminer le stream avec 600 euros dans la cagnotte? Ce serait bien. Je le rappelle pour ceux qui regarderont aussi sur YouTube. Il y a une cagnotte qui est mise en place pour aller à Hawaï faire alors c'est un Ulule, c'est un financement coparticipatif, pardon, j'en mettrai moi aussi évidemment une grosse partie, une partie. Mais, euh, mais pour aller à Hawaï, sur les terres de Jurassic Park, Lost, etc., faire un documentaire d'1 heure qui passerait au cinéma, diffusé sur Twitch, diffusé sur YouTube, plein de bonnes choses. Si vous voulez que ce projet se fasse et que je vous emmène à Hawaï pour voir toutes les terres de cinéma qu'Hawaï a à offrir, évidemment, bah, il y a le lien qui est juste en bas, là vous le voyez. C'est sur Ulule directement. Hawaï, normalement, vous devriez trouver ça rapidement. Le Ulule sert pour bah, une partie du matériel, pour euh, la post-production, la production, le voyage, tout ça, évidemment, tout est dit dans la cagnotte. Le reste du casting peut aller aux Oscars pour toi. Alors ça, j'avais déjà répondu. Non, 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 pas du tout. Ils ont pas assez, leurs personnages sont pas assez marquants et pour moi, la prestation est pas assez bonne. Enfin, on leur donne pas assez à manger, à part Denzel. Au-delà des préférences, Joker 2, au moins, c'est du bel ouvrage. Ah oui, non, mais je dis pas que j'en préfère l'un ou l'autre. Je dis juste que Joker 2 propose 100 fois plus. Tu as contacté des entreprises ou autres de Hawaï pour t'aider pour ton documentaire. Je pense que je vais le faire à l'occasion. Ouais, j'essaierai de le faire prochainement. J'essayais de voir juste vers là où je pouvais peut-être guider pour certaines choses, mais oui, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Celle-ci, des films prétentieux et aigris qui fait exprès des films que les gens n'aiment pas pour paraître différents. Va. Ouais, 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 mais près de chez moi, on est pareil là-dessus, hein. On est vraiment des aigris. Laisse-moi avec mes films polonais de 4h30, de 4 heures des années 30. C'est pas Bart, ça? D'ailleurs, faudrait que je fasse un raid à Soul après parce qu'il va encore pleurer que je lui fais pas de raid là. Cette espèce de golemon. Mais oui, non. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui l'ont vu au moins, Gladiator 2? Ou pas encore? Il y a peut-être que les gens ne l'ont pas encore vu, hein. Mais est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont vu Gladiator 2? Si dans le chat vous avez vu Gladiator 2 et que vous deviez mettre une note, vous auriez mis combien?
par curiosité. Vu en 4DX Emotion, gros bof à la sortie. Ouais, bah je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, hein. Et pourtant, 4DX Emotion, tout ça, t'es censé encore en prendre encore plus plein la gueule, mais bah, ça manque vraiment de forme et de fond, quoi. 11 sur 20 pour Zachary, ouais, c'est pas énorme, hein. Je vais le regarder chez moi au vu des critiques, dont la tienne. Après, l'important, c'est de se faire son avis, hein. Vous auriez Sarah dans le chat, ou Yaya, ou Skay, ou même d'autres gens, ou Aurel, qui a mis 3,5 sur 5, ça fait 14 sur 20. Il y a des gens qui l'ont bien aimé, hein. Moi, honnêtement, non, mais il y a des gens qui l'ont bien aimé. 10 sur 20 pour Kezard, ouais, c'est pas énorme, c'est juste mid, hein. Moi, je vous ai dit, c'est 8 sur 20 quand je suis de mauvaise humeur, 10 quand je suis de bonne humeur, hein. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Surtout pour une suite. Oui, voilà, mais on peut se poser la question, est-ce que la suite est nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire vraiment de faire une suite sur Gladiator? Est-ce que les gens attendaient une suite à Gladiator? J'avais fait la vanne, moi, c'est comme si vous faisiez une suite à la ligne verte. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par l'idée de se dire, on va faire une suite à la ligne verte, quoi. Enfin, bah non, ça fait partie bah, des films, pour moi, qui nécessitent rien après, quoi. Je me suis dit dès le début que j'irais pas le voir, car je disais déjà qu'il y avait aucun intérêt. Non, pour moi, c'est un film qui n'avait aucun intérêt. Je sais plus comment j'ai dit ça sur Twitter, mais un film qui n'avait aucun intérêt. Et avec ce qu'on nous offre là, et bah, on se confirme dans l'idée que c'est pas foufou, quoi. C'est pas très polisson, hein, comme dirait Fan Polisson, notre Barbal. J'irai le voir, j'aurai pas de regret si je le trouve bof avec mon abonnement ciné. Oui, mais dans ce cas-là, oui. Puis le but, c'est aussi d'aller le voir. Faites-vous votre propre avis, si vous avez envie d'y aller quand même, par curiosité. Donc, annonce de Star Wars 10, 11 et 12, Sublis, là. Annonce de Star Wars 10, 11 et 12, c'est-à-dire qu'Hazard. Je pense que ça va ressentir plus d'émotion avec la série Those About to Die. Ah bah oui, non, puis, oui, il y en a... Enfin, on peut en citer plusieurs, hein. Même des Peplum ou voilà, je trouvais Kingdom of Heaven, par exemple, bien plus maîtrisé. Alors, les deux histoires n'ont rien à voir, mais je trouvais bien plus maîtrisé dans son côté épique. Le final de... La pauvreté du final de Gladiator 2, le face-à-face final, oh là 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 là, c'est d'une tristesse et d'une pauvreté affligeante, hein. Vraiment, hein. Tous les face-à-face, de toute façon, et toutes les morts marquantes sont désespérément tristes de fadeur, de fadaise, je sais pas comment on dit, mais... Ils ont annoncé une nouvelle trilogie Star Wars, malheureusement. Ah, malheureusement, après... je sais même pas, est-ce qu'il y en a parlé sur... Ça dépend de quoi ça va parler, mais... Tac, j'ai rien là, moi, pour l'instant. Je l'ai même pas, je l'ai même pas dans mes infos globales, là, donc... bon. Non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est tristounet, hein. C'est tristounet. Ils vont refaire une trilogie. Ouais. Bon, de toute façon, on le savait, c'était un secret de Polichinelle. La scène d'arène dans Dune 2 est mieux réussie que les scènes d'arène de Gladiator 2. Ah, mais tous les jours. Mais tous les jours. En termes d'ambiance, il y a très peu d'ambiance, hein, dans Gladiator. En termes de chorégraphie de combat, d'ambiance, de jeu. Ah oui, non. La séquence de l'arène de Dune, mais une volée à tout le film Gladiator 2, hein, sans aucun problème. Bah, on connaît Disney sur la qualité à part Rogue One. Ah, et Mandalorian. Et Andor. Et ouais, Andor, c'était vachement bien. Mandalorian, c'était pas mal aussi. Il y avait quand même deux, trois trucs à sauver, mais c'est vrai que ça fait peu, hein. Sur les films, ah oui, bah Rogue One. Star Wars 8. Mais ouais, Star Wars 8, moi j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Mais sinon, Rogue One, ouais, c'est tout. Rogue One, le seul qui a vraiment un haut niveau. Il y a la musique de rap qu'il y avait dans la bande-annonce dans le film. Non. Ils sont restés sur quelque chose de carré historiquement parlant. Je t'avoue qu'en termes d'acting, j'ai pas du tout aimé la presta d'Austin Butler. Par contre, ouais, filmiquement, c'était zinzin. Ah ouais? Ah putain, moi je l'ai trouvé bon. Bah lui, pour le coup, était flippant, tu vois. Moi, je trouvais qu'il avait un côté flippant. Même le fait de le faire en quasi noir et blanc, là, c'est un noir et blanc un peu bleuté, un peu crade. Là. La photographie était super. Le mec était complètement possédé. La choré des combats était super.
Non, c'était beaucoup mieux, hein. Après, t'aimes rien, papy, toi, t'es aigri. Je pense qu'on aime ou pas Ridley Scott, la sortie de ses films sont toujours des événements. Malgré tout, on parle beaucoup, il y a du marketing dans ses films. Ça dépend les films, hein. Il y a quelques films qui sont passés plus inaperçus que celui-là. C'est sûr, Gladiator 2, c'est un tel événement et c'est tellement étonnant de voir un film Gladiator 2 aussi longtemps après, etc. Oui, forcément, ça, c'est le genre de film où les gens vont se précipiter pour y aller parce qu'il y a un côté très curieux. Ma salle était pleine, pour vous dire, hein. C'était à 16h30. Bon, c'était le 11 novembre, c'était férié, mais la salle était quasi pleine. J'imagine que la veille, c'était pareil. Oui, à mon avis, c'est un film qui va marcher. Alors, est-ce qu'il sera rentable? Étant donné qu'il a un énorme budget, ça, je sais pas. Mais oui, je pense qu'il va marcher. Surtout qu'un film de cette ampleur-là, sur ce sujet-là, fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Mais c'est pas pour autant qu'il est bon. Moi, pour moi, il est mid et il est dans les flops de ma fin d'année, tu vois. Un flop, c'est pas pour autant c'est pas forcément les 5 pires films que t'as vus. Ça peut être aussi sur des déceptions ou autres. Oui, moi je préfère Venom 3. Bah normal, tiens, Venom 3 c'est le vrai cinéma. Sur ce, messieurs, dames, eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous. Quel jour on est? Je vous donne rendez-vous samedi pour la première écoute de l'album From Zero de Linkin Park. Je le rappelle, ce sera pas vendredi parce que finalement je suis pris, ce sera samedi soir, même heure, 20h30, 21h. Je pense que ce sera 20h30. Finalement, vendredi, je peux pas, donc ce sera samedi soir, 20h30 et 21h, on lance l'album. Je vous fais des bisous et je vous dis à samedi. Le live, évidemment, sera dispo sur la YouTube. Si vous êtes de YouTube, venez, on se marre bien ici. Des bisous. Ah putain, puis il faut que je reste Soul, sinon il va encore pleurer. Parce que la dernière fois, il était là, et allez, le Valou qui arrête pas encore, c'est pas possible. Alors après, il le mérite pas, hein. Ce qu'il fait, c'est zéro, mais allez, je vous raide quand même chez Soul, ce sera pas pour me déplaire. Et dans 7 secondes, vous allez voir un pitre, mais c'est pas grave. Au moins, cette fois, il est habillé. Et c'est déjà ça.